Sri Aurobindo ou l'aventure de la conscience. Chapitre 8. L'indépendance physique. Après le mental et le vital, le physique, troisième instrument de l'esprit en nous, joue un rôle particulier dans le yoga de Sri Aurobindo puisque, sans lui, il n'est pas de vie divine possible sur la terre. Nous n'aborderons maintenant que quelques points d'expérience préparatoire, ceux-là même que Sri Aurobindo découvrit au début de son yoga. Le yoga du corps, en effet, nécessite un développement de conscience beaucoup plus considérable que celui envisagé jusqu'à présent. Plus on descend vers la matière, plus il faut être en possession de hauts pouvoirs de conscience, car plus la résistance augmente. La matière est le lieu de la plus grande difficulté spirituelle, mais aussi le lieu de la victoire. Le yoga du corps dépasse donc le cadre de notre pouvoir vital ou mental et relève d'un yoga supramental que nous aborderons plus tard. Indépendance des sens. La matière est le point de départ de notre évolution. C'est enfermé en elle que la conscience a peu à peu évolué. Donc, plus la conscience émergera, plus elle devra recouvrer sa souveraineté et affirmer son indépendance. C'est le premier pas, non la fin, notons-le. Or, nous vivons dans une sujétion presque totale aux besoins du corps pour subsister et aux organes du corps pour percevoir le monde. Nous sommes très fiers, à juste titre, de nos machines, mais il suffit que la nôtre ait un peu mal à la tête pour que tout se brouille. Et si nous n'avons pas à notre disposition l'arsenal compliqué de nos TSF, téléphones, télévisions, etc., nous sommes incapables de savoir ce qui se passe à côté ou même de voir plus loin que le bout de notre rue. Nous sommes des hyper-civilisés qui n'avons pas physiquement dépassé le stade du sauvage. Il se pourrait que notre machinerie, finalement, ne soit pas tant le symbole d'une maîtrise que d'une terrible impuissance. La faute en incombe doublement aux matérialistes qui n'ont pas cru en le pouvoir de l'esprit intérieur et aux spiritualistes qui n'ont pas cru en la vérité de la matière. Cette impuissance, pourtant, n'est pas irrémédiable, elle tient surtout à ce que nous nous croyons impuissants. Nous sommes un peu dans la position de celui qui aurait hérité des ancêtres une paire de béquilles et qui ne croirait plus en ses jambes. En somme, il s'agit de croire en nos jambes. Il s'agit de croire en notre propre conscience. Elle a non seulement des jambes, mais des milliers d'yeux et de bras et même des ailes. Par l'histoire même de notre évolution, la conscience, submergée dans la matière, s'est habituée à dépendre d'un certain nombre d'organes extérieurs pour percevoir le monde. Et parce que nous avons vu les antennes apparaître avant le maître des antennes, nous en avons déduit, puérilement, que ce sont les antennes qui ont fabriqué le maître, et que sans les antennes, il n'y a pas de maître, pas de perception du monde. Mais c'est une illusion. Notre dépendance des sens est une habitude seulement. Millénaire, il est vrai, mais pas plus inéluctable que les silex taillés de l'homme chéléen. Il est possible pour le mental, et ce serait tout naturel pour lui si seulement nous pouvions le persuader de se libérer de son consentement à la domination de la matière, de prendre directement connaissance des objets des sens sans l'aide des organes sensoriels. Nous pouvons
voir. Nous pouvons sentir d'un continent à l'autre comme si les distances n'existaient pas. Parce que les distances n'entravent que le corps et ses organes, non la conscience qui peut être partout où elle veut en une seconde si elle a appris à s'élargir. Il est un autre espace léger où tout est rassemblé en un point éclair. Peut-être attendons-nous ici quelques recettes, entre guillemets, de clairvoyance et d'ubiquité, mais les recettes sont encore une machinerie au 2e degré. C'est pourquoi d'ailleurs nous les aimons. Certes, le Hatha Yoga a son efficacité, de même que toutes les méthodes, plus ou moins yogiques, qui consistent à fixer une chandelle allumée, tratak, élaborer des diététiques infaillibles, faire des exercices respiratoires et s'étouffer scientifiquement, pranayama. Tout sert, tout peut servir. Mais ces méthodes ont le désavantage d'être longues et d'une portée limitée. En outre, elles sont toujours incertaines et parfois périlleuses quand elles sont maniées par des individus insuffisamment préparés ou purifiés. Il ne suffit pas de vouloir le pouvoir. Il faut que la machine ne craque pas quand elle reçoit le pouvoir. Il ne suffit pas de voir. Il faut encore être prêt à comprendre ce que l'on voit. Pratiquement, notre tâche serait bien simplifiée si seulement nous comprenions que c'est la conscience qui se sert de toutes les méthodes et qui agit à travers toutes les méthodes, et que si nous allons directement à la conscience, nous aurons saisi le levier central. Avec cet avantage que la conscience ne trompe pas. Même si on lui donnait pour toute méthode un morceau de bois, la conscience finirait par en faire une baguette magique. Mais ce ne serait pas la faute du morceau de bois ni de la méthode. Même si on l'enfermait au fond d'une caverne, elle finirait par trouver le moyen de voir dehors. C'est d'ailleurs toute l'histoire de l'évolution de la conscience dans la matière. Pour le chercheur intégral, le travail sur le corps est venu naturellement s'adjoindre à son travail sur le mental et sur le vital. Par commodité, nous avons décrit l'un après l'autre les divers étages de l'être, mais tout marche de front, et chaque victoire, chaque découverte sur un plan quelconque a ses répercussions sur tous les autres plans. Lorsque nous avons travaillé au silence mental, nous avons observé successivement diverses couches mentales que nous avons réduites au silence. Un mental pensant, qui constitue notre ratiocination normale. Un mental vital, qui justifie nos désirs, nos sentiments, nos impulsions. Il y a aussi un mental physique, qui nous donnera beaucoup de mal, mais dont la conquête est aussi importante pour la maîtrise physique que la conquête du mental pensant et celle du mental vital le sont pour la maîtrise vitale et mentale. Il semblerait décidément que ce mental soit le bouc émissaire du yoga intégral. Nous lui faisons la chasse partout. Disons par parenthèse qu'il fut une aide très précieuse au cours de notre évolution et qu'il continue encore pour beaucoup d'hommes à être un agent indispensable, mais que toutes nos aides, quelles qu'elles soient, si hautes, si divines soient-elles, se changent un jour en obstacles parce qu'elles ne valent que pour un pas. Et nous avons beaucoup de pas à faire et plus d'une vérité à conquérir. Si nous acceptions cette simple proposition du haut en bas de notre échelle des valeurs, sans oublier d'y inclure l'idéal auquel nous sommes actuellement attachés, nous irions très vite sur le chemin de l'évolution.
ce mental physique est le plus stupide qui soit. C'est le vestige en nous de la première apparition du mental dans la matière. Un mental microscopique, têtu, craintif, borné, conservateur, c'était son utilité évolutive, qui nous fait vérifier 10 fois, s'il le faut, que nous avons bien fermé une porte, que nous savons pertinemment avoir fermé, qui s'affole à la moindre égratignure et se voit livré aux plus affreuses maladies sitôt que quelque chose va de travers, qui est d'une méfiance imperturbable pour tout ce qui est nouveau et construit des montagnes de difficultés quand il faut changer d'un rien sa routine. Il répète et répète en nous comme une vieille fille marmottante. Nous avons tous, une fois ou l'autre, fait sa connaissance, et il nous donne assez de honte pour que nous l'envoyions promener, mais il est là, en dessous, à marmotter tout seul. Il faut toute la sonorité de notre ménage habituel pour ne pas l'entendre. Quand on a fait taire le mental pensant et le mental vital, on s'aperçoit alors qu'il est bien là et qu'il est affreusement collant. On ne peut même pas raisonner avec lui. Il est trop bête. Il faudra pourtant qu'il cède, parce que si le mental pensant est un écran à l'élargissement de notre conscience mentale, le mental vital un obstacle à l'universalisation de notre conscience vitale, le mental physique, lui, oppose un mur solide à l'élargissement de notre conscience physique, qui est la base de toute maîtrise physique. Non seulement cela, mais il brouille toutes les communications et il appelle tous les malheurs. Il suffit, et c'est un phénomène dont nous ne saurions trop souligner l'énorme importance, de penser à quelque chose ou à quelqu'un pour qu'instantanément nous soyons en communication, inconsciente le plus souvent, avec toutes les vibrations que représente cette chose ou ce quelqu'un et toutes les conséquences de ces vibrations. Or, le mental physique, par ses craintes de gnome précisément, nous met constamment en rapport avec les possibilités les plus fâcheuses. Il imagine toujours le pire. Cette manie n'a qu'une importance relative dans la vie ordinaire où les activités du mental physique se perdent dans le brouhaha général et où nous sommes protégés justement par notre manque de réceptivité. Mais quand nous avons travaillé systématiquement à faire une transparence en nous et à augmenter notre réceptivité, les brouillages du mental physique deviennent un obstacle sérieux et même dangereux. Cette expérience mentale, vitale et physique, est la clé d'une double indépendance. Indépendance des sensations, car la conscience force, dégagée de son innombrable dispersion aux divers niveaux de notre être et rassemblée comme un faisceau manœuvrable peut, à volonté, être déconnectée de n'importe quel point, du froid, de la faim, de la douleur, etc. Indépendance des sens, car, délivrée de son absorption immédiate dans nos activités mentales, vitales et physiques, cette même conscience-force peut déborder le cadre de son corps et par une sorte de projection intérieure, contacter les choses, les êtres et les événements à distance. Généralement, il faut être en état de sommeil ou d'hypnose pour percevoir un peu loin dans l'espace ou dans le temps et se dégager des sensations immédiates. Mais ces moyens primitifs et encombrants sont parfaitement inutiles si le vacarme mental s'est tu et si nous sommes maîtres de notre conscience. La conscience est le seul organe. C'est elle qui sent, elle qui voit, elle qui entend. Le sommeil ou l'hypnose sont simplement des moyens rudimentaires de lever le rideau du mental de surface. Et c'est normal. Si nous sommes pleins du bruit de nos désirs et de nos craintes, que pouvons-nous voir, vraiment,
sinon l'image, innombrablement répétée, de nos désirs et de nos craintes. De même que le mental pacifié et le vital apaisé s'universalisent, de même le physique clarifié s'universalise spontanément. Nous ne sommes prisonniers que de nous-mêmes. Le monde attend, tout large, à nos portes, si seulement nous consentons à tirer l'écran de nos petites constructions. À cette capacité d'élargissement de la conscience doit naturellement se joindre une capacité de concentration, en sorte que la conscience élargie puisse se fixer, immobile et silencieuse, sur l'objet considéré et devenir cet objet. Mais concentration ou élargissement sont des corollaires spontanés du silence intérieur. Dans le silence intérieur, la conscience voit. Indépendance des maladies. Quand nous sommes délivrés de la tension du mental pensant et de son bourdonnement, de la tyrannie du mental vital et de sa fébrilité, ses exigences insatiables, de l'épaisseur et des craintes du mental physique, nous commençons à comprendre ce qu'est le corps sans toutes ces surcharges épuisantes. Et nous découvrons que c'est un merveilleux instrument, docile, endurant, plein d'une inépuisable bonne volonté. C'est l'instrument le plus méconnu qui soit et le plus maltraité. Dans cet éclaircissement général de notre être, nous observons d'abord que le corps n'est jamais malade. Simplement, il s'use. Mais même cette usure n'est peut-être pas irrémédiable, comme nous le verrons avec le yoga supramental. Ce n'est pas le corps qui est malade, c'est la conscience qui fait défaut. À mesure que l'on avance dans le yoga, on voit en effet que chaque fois que l'on tombe malade, ou même chaque fois qu'il y a un accident, entre guillemets, extérieur, c'est toujours le résultat d'une inconscience ou d'une mauvaise attitude, d'un désordre psychologique. L'étude est d'autant plus intéressante que, dès que nous avons mis le pied sur le chemin du yoga, il y a immédiatement quelque chose en nous qui est alerté et qui, à chaque instant, nous fait voir, toucher du doigt même, nos erreurs et la cause de tout ce qui nous arrive, comme si le « on » prenait vraiment au sérieux notre recherche. Rien n'est laissé dans l'ombre. Et nous découvrons de plus en plus, parfois avec stupéfaction, une corrélation rigoureuse entre notre état intérieur et les circonstances extérieures. Les maladies, par exemple, ou les accidents, entre guillemets. Comme si le sens de la vie ne se déroulait plus du dehors vers le dedans, mais du dedans vers le dehors, l'un façonnant l'autre, même les circonstances extérieures les plus banales. En fait, plus rien n'est banal, et la vie journalière apparaît comme un réseau chargé de signes qui attendent notre reconnaissance. Tout se tient. Le monde est un miracle. Nous commettons peut-être une erreur enfantine quand nous imaginons que la vie spirituelle consiste à avoir des visions, des apparitions et contempler des phénomènes surnaturels, entre guillemets. Le divin est plus proche de nous que nous le pensons. Le miracle, entre guillemets, moins tapageur et plus profond que toute cette imagerie d'Épinal. Quand nous avons déchiffré un seul de ces petits signes qui nous croisent, deviné une seule fois l'imperceptible lien qui tient les choses, nous sommes plus près du grand miracle que si nous avions touché la manne du ciel. Parce que le miracle,
c'est peut-être que le divin est naturel aussi, mais nous ne sommes pas attentifs. Le chercheur prendra donc conscience de ce renversement du courant de la vie, du dedans vers le dehors. Et pour cause, le maître psychique est sorti de son emprisonnement. Il décèlera ces signes quotidiens et verra que l'attitude intérieure a le pouvoir de modeler les circonstances extérieures dans les deux sens, bon et mauvais. Quand nous sommes en état d'harmonie et que notre action correspond à la vérité profonde de notre être, il semble que rien ne puisse résister. Même les impossibilités se dissolvent, comme si une autre loi se superposait à la loi naturelle, entre guillemets. En réalité, c'est le vrai naturel qui émerge des complications mentales et vitales. Et l'on commence à goûter une liberté royale. Mais quand il y a un désordre intérieur, mental ou vital, on s'aperçoit que ce désordre appelle irrésistiblement des circonstances extérieures fâcheuses, intrusion de maladies ou accidents. La raison en est simple. Quand nous sommes en mauvais état intérieur, nous émettons un certain type de vibration qui, automatiquement, appelle et contacte toutes les autres vibrations du même type, à tous les niveaux de notre être. C'est un brouillage général qui trouble les circonstances extérieures et fait tout marcher de travers. Et non seulement le mauvais état intérieur crée un brouillage, mais il affaiblit l'enveloppe protectrice, circumconsciente, dont nous avions parlé. C'est-à-dire qu'au lieu d'être gardés par une certaine intensité vibratoire, nous sommes ouverts, vulnérables. Il n'y a rien de tel qu'une vibration de désordre pour faire des trous dans notre enveloppe protectrice, ou plutôt pour la décomposer. Et n'importe quoi peut entrer. Et notons bien que le mauvais état intérieur est contagieux. Il y a des compagnies qui attirent toujours les accidents ou les ennuis. Quand nous aurons fait 10 fois, 100 fois la même expérience, qui peut aller du simple rhume ou de la chute banale à l'accident sérieux, suivant l'état intérieur, nous saurons bien que ni notre corps, ni le prétendu hasard ne sont pour rien dans tout cela, et que, de même, le remède n'est dans aucune drogue extérieure, mais dans le rétablissement de l'attitude vraie, dans l'ordre intérieur, en un mot, dans la conscience. Si le chercheur est conscient, il peut passer au milieu de n'importe quelle épidémie, boire toutes les saletés du Gange s'il lui plaît. Rien ne peut le toucher, car qui toucherait le maître éveillé? Nous avons isolé des bactéries et des virus, mais nous n'avons pas vu qu'ils sont des agents seulement, et que la maladie n'est pas le virus, mais la force qui se sert du virus. Et si nous sommes clairs, tous les virus du monde n'y peuvent rien, parce que notre force intérieure est plus grande que cette force-là, ou mieux, parce que notre être vibre d'une intensité trop haute pour cette basse intensité. Seul le semblable peut entrer dans le semblable. Et c'est pourquoi, aussi, on peut éliminer le cancer, par exemple, après avoir éliminé d'autres maladies moyenâgeuses, mais nous n'aurons pas éliminé les forces de maladies qui se serviront d'autre chose, d'un autre agent, d'un autre virus, une fois que leur intermédiaire actuel aura été dépisté. Notre médecine ne touche qu'à la surface des choses, pas à la source. Il n'y a qu'une maladie, l'inconscience. À un stade plus avancé, lorsque nous aurons établi suffisamment le silence intérieur et que nous serons capables de percevoir les vibrations mentales et vitales à leur entrée dans notre circumconscient, nous pourrons, de même,
percevoir les vibrations de maladie et les chasser avant qu'elles n'entrent. Si vous pouviez devenir conscient de votre moi circumconscient, écrivait Sri Aurobindo à un disciple, vous pourriez attraper les pensées, les passions, les suggestions de maladie ou les forces de maladie et les empêcher d'entrer en vous. Il faut encore noter deux autres catégories de maladies qui ne tiennent pas directement à nos erreurs. Celles qui viennent d'une résistance subconsciente, nous en parlerons plus tard avec la purification du subconscient, et celles que nous pourrions appeler des maladies yogiques, entre guillemets, qui proviennent d'un décalage entre le développement des étages supérieurs de notre conscience et le développement de notre conscience physique. Il peut arriver que notre conscience mentale ou vitale, par exemple, s'élargisse considérablement et reçoive des intensités nouvelles, tandis que notre conscience physique s'attarde encore aux vieux mouvements vibratoires et ne supporte pas cet accroissement d'intensité. Il en résulte une rupture d'équilibre qui peut amener des maladies, non par intrusion d'un agent extérieur, microbe ou virus, mais par rupture des relations normales entre les éléments internes, allergies, troubles colloïdaux du sang, etc., ou désordres nerveux et mentaux. Nous touchons ici au problème de la réceptivité de la matière, aux forces supérieures de conscience, l'un des gros problèmes du yoga supramental. C'est l'une des raisons, en tout cas pour lesquelles Sri Aurobindo et Mère insistent tant sur le développement de notre base physique. Sans elle, on peut s'extasier et filer tout droit dans l'absolu, peut-être, mais non faire descendre les intensités et l'ampleur de l'esprit dans notre royaume inférieur, entre guillemets, mental, vital et matériel, pour y créer une vie divine. Indépendance du corps. La conscience peut donc être indépendante des organes et des sens, indépendante des maladies, indépendante, dans une large mesure, de la nourriture et du sommeil lorsqu'elle a découvert l'inépuisable réservoir de la grande force de vie, et elle peut être indépendante du corps lui-même. Lorsque le courant de conscience-force en nous s'est suffisamment individualisé, nous remarquons que non seulement nous pouvons le détacher des sens et des objets des sens, mais que nous pouvons le détacher du corps. Dans nos méditations, tout d'abord, parce que c'est le premier champ d'entraînement avant la maîtrise naturelle, nous observons que cette conscience-force devient particulièrement homogène, compacte, et qu'après s'être dégagée du mental et du vital, elle se retire lentement de tous les bruissements du corps, qui devient parfaitement immobile, comme un bloc transparent, ou comme quelque chose qui n'occupe plus de place, qui ne pèse plus, presque inexistant. La respiration devient de plus en plus imperceptible, les battements du cœur de plus en plus fins. Puis soudain, il y a un brusque décrochage, et l'on se retrouve ailleurs, entre guillemets, en dehors du corps. C'est ce qu'en langage technique on appelle s'extérioriser. Il y a toutes sortes d'ailleurs, entre guillemets, autant que de plans de conscience. Et on peut sortir ici ou là suivant le niveau auquel nous avons fixé notre conscience. Nous connaissons déjà le mental universel et le vital universel. Mais l'ailleurs le plus immédiat, qui borde notre monde physique et lui ressemble avec une intensité plus grande, c'est ce que Sri Aurobindo a appelé le physique subtil. Cette connaissance est aussi vieille que le monde et ne signale pas spécialement le yoga de Sri Aurobindo.
Elle fait simplement partie de notre développement intégral et nous prépare au jour où nous quitterons notre corps pour une durée plus longue dans ce que les hommes appellent la mort, entre guillemets, par ignorance. Pour plus de clarté, nous rapporterons ici, parmi bien d'autres, l'expérience du physique subtil telle que nous l'a racontée un jeune garçon de l'ashram de Pondichéry lorsqu'il sortit pour la première fois de son corps. J'étais allongé sur ma chaise longue en concentration quand, tout d'un coup, je me suis retrouvé chez mon ami Z, qui était en train de faire de la musique avec plusieurs autres. Je voyais tout très clairement, plus clairement même que dans le physique, et je me déplaçais très vite, sans obstacle. Je suis resté là un bon moment à regarder. J'ai même essayé d'attirer leur attention, mais ils n'étaient pas conscients. Puis soudain, il y a quelque chose qui m'a tiré comme un instinct. Il faut que je rentre. J'avais une sensation de mal à la gorge. Je me souviens que pour sortir de leur chambre, qui était fermée à part une petite ouverture en haut, ma forme s'est comme vaporisée, parce que j'avais encore une forme, mais ce n'était pas comme de la matière, c'était plus lumineux, moins opaque. Et je suis sortie comme une fumée par une fenêtre ouverte. Puis je me suis retrouvée dans ma chambre, près de mon corps, et j'ai vu que j'avais la tête de travers, rigide, contre le coussin, et que je respirais avec difficulté. J'ai voulu rentrer dans mon corps, impossible. Alors j'ai pris peur, j'entrais par les jambes, et puis arrivé à hauteur des genoux, c'était comme si je glissais dehors, 2, 3 fois comme cela. La conscience montait, puis elle glissait dehors, comme un ressort. Je me disais si seulement je pouvais renverser ce tabouret. Il y avait un petit tabouret sous mes pieds, ça ferait du bruit et je me réveillerais. Rien à faire. Et je respirais de plus en plus mal. J'avais une peur terrible. Soudain, je me suis souvenu de mère et j'ai appelé « Mère, mère !» Et je me suis retrouvée dans mon corps, réveillée, avec un torticolis. Note de bas de page. Nous pouvons faire 3 observations. Notons d'abord que c'est par une inexpérience assez amusante que ce garçon essaie de rentrer dans son corps par les jambes. Il n'est pas surprenant qu'il ait eu des ennuis. C'est généralement par le centre du cœur que l'on sort et que l'on rentre. On peut aussi sortir par le sommet du crâne, mais ce n'est guère recommandé. Quand les yogis veulent quitter leur corps définitivement, ce qu'on appelle Icha Mrityu en Inde, ou mort à volonté, ils sortent par le sommet du crâne. Observons ensuite que, lorsqu'on s'extériorise, le corps se refroidit, la circulation est réduite à un minimum. Ce refroidissement peut aller jusqu'à la catalepsie complète avec tous les signes extérieurs de la mort, suivant l'éloignement, entre guillemets, de la conscience par rapport au niveau physique. C'est une occasion de vérifier très concrètement que si la conscience se retire, la force se retire, parce que c'est la même chose. Quand nous nous évanouissons, la conscience se retire aussi, parce que nous sommes incapables de supporter certaines intensités, mais comme nous n'avons pas appris à établir un pont conscient entre nos divers états d'être, notre retraite involontaire se traduit par un blanc. Notons enfin que le seul fait de s'être souvenu de son maître, c'est-à-dire ici de mère, a suffi pour remettre de l'ordre dans le désordre de la peur et pour faire aux disciples le mouvement correct de rentrer dans le corps. En pensant à mère, il s'est instantanément branché sur la vraie vibration qui a tout remis d'aplomb. C'est là, grossièrement, l'un des mécanismes de la protection ou de l'aide du maître au disciple. Ainsi,
Après bien des cycles d'enfouissement et de réveil et d'innombrables chocs qui l'obligeaient à se souvenir de soi et de se saisir et s'enfermer pour grandir à l'abri, la conscience, devenue une individualité formée, brise la coquille et affirme son indépendance. Cette indépendance, écrit Sri Aurobindo, finit par devenir tellement normale pour l'être tout entier que nous en viendrons à sentir ce corps comme quelque chose d'extérieur et de détachable, tel le costume que l'on porte ou l'instrument que l'on tient par hasard à la main. Il se peut même que nous finissions par sentir que le corps est inexistant, en un sens, ou qu'il n'a d'existence que comme une sorte d'expression partielle de notre force vitale et de notre mentalité. Ces expériences sont le signe que le mental arrive à une position correcte vis-à-vis du corps et qu'il change son point de vue faux de mentalité obsédée et capturée par les sensations physiques pour le point de vue de la vraie vérité des choses. Car le vrai point de vue, toujours, est celui du maître, le psychique, l'esprit en nous. Chaque fois que nous sentons une impossibilité ou une limite, une barrière, nous pouvons être sûrs que c'est notre victoire de demain. Parce que si nous ne sentions pas l'obstacle, nous ne serions pas en train de le vaincre. Et que nous sommes faits pour tout vaincre et vivre tous nos rêves, car c'est l'esprit qui rêve en nous. Et le premier de ces rêves, peut-être, dans un monde où les interdits se referment de plus en plus comme une cage de fer, c'est de naviguer au large, indépendant du corps et des frontières. Alors nous n'avons plus besoin de passeport. Nous sommes des apatrides nantis de toutes les patries du monde, sans tampon. Nous connaissons une largeur de vie et une liberté délectable. Ô étendue, dit le Rig Veda,